quand il débarque à l'Olympique de Marseille, en provenance de Nantes et à tout juste 21 ans, Didier Deschamps comprend assez vite qu'il vient de s'embarquer dans l'un des plus gros défis de sa jeune carrière. En arrivant dans le Sud, se souvient-il, j'ai compris que je ne jouais plus le même championnat. J'étais déboussolé. Car en effet, dans un vestiaire composé de joueurs très expérimentés, mais également très talentueux, la nouvelle recrue olympienne n'est rien d'autre qu'un anonyme. Un anonyme qui doit faire ses preuves désormais, loin de son statut de capitaine et de titulaire indiscutable chez les Canaries. Mais surtout, un vestiaire tenu d'une main de maître par Bernard Tapie. Complètement intimidé par la personnalité de son nouveau président, Didier Deschamps peine à établir le contact avec lui, au point d'être parfois totalement incapable de lui adresser la parole, même quand il s'agit pour lui de lui exprimer certains désaccords. Sans surprise d'ailleurs, le milieu de terrain français finit par être prêté à Bordeaux la saison suivante. Le temps pour lui de s'aguerrir et de gagner en maturité. Or, à l'issue de ce prêt d'une saison, la position de Bernard Tapie est claire et nette. Aguerri ou non, Deschamps n'a rien à faire à l'OM. Chez moi, lui aurait-il d'ailleurs lancé « Tu ne réussiras pas, il vaut mieux que tu partes ». En général, quand Bernard Tapie dit non, on fait profil bas, on accepte la sentence et on va voir ailleurs. D'autant qu'à cette époque, l'ambition du patron olympien est d'utiliser son joueur comme monnaie d'échange pour le PSG, afin d'y récupérer l'international français Jocelyn Angloma. Ce à quoi Didier Deschamps refuse de se résoudre. Peu importe les incertitudes qui pèsent sur lui, il veut, il doit et il va s'imposer à Marseille. Un beau jour, il décide alors de s'enfermer dans sa chambre et de prendre son courage à deux mains pour téléphoner à Bernard Tapie. Pourquoi ? Pour faire ce qu'il n'avait encore jamais osé faire jusqu'à présent. Affronter le boss. L'affronter du haut de ses 23 ans pour le convaincre de lui accorder une dernière chance à l'OM. S'il a accepté de signer à Marseille, prévient-il, c'est pour s'y imposer, et certainement pas pour lâcher l'affaire aussi vite. Peu habitué à voir l'un de ses salariés oser lui tenir tête, Bernard Tapie se montre alors séduit par l'incroyable force de caractère que semble dévoiler l'attitude de Didier Deschamps ce jour-là. Plus question de l'envoyer au PSG. C'est à l'OM qu'il poursuivra désormais sa carrière, au poste de titulaire au sein du 11 marseillais, avant d'en devenir le capitaine à seulement 24 ans, peu après le départ de Papin. Le tout premier capitaine de l'histoire d'un club français ayant pu soulever la Ligue des Champions, le soir du 26 mai 93. De ce glorieux compagnonnage avec Bernard Tapie, Didier Deschamps n'a d'ailleurs jamais rien oublié, même après l'affaire VAOM et même après son départ à la Juventus. Au soir du 12 juillet 98 d'ailleurs, l'une de ses premières pensées ira à son ancien président, pourtant devenu indésirable aux yeux du football français. On lui doit beaucoup, avouera-t-il. C'est vrai que là-bas, on a appris une mentalité de gagnant. Avant d'ajouter, on a touché du doigt ce qu'était la réalité du football de haut niveau. Pour l'anecdote, au lendemain de sa victoire au Mondial 2018 cette fois-ci, et de retour sur le territoire français, Didier Deschamps en profitera aussitôt pour réaliser une visite personnelle au domicile de la famille Tapie, à Saint-Tropez, 2 semaines seulement après le sacre des Bleus en Russie. Comme un moyen pour lui de signifier sa reconnaissance et sa fidélité à l'égard de son ancien président, même 20 ans plus tard, et même après avoir donné à l'équipe de France sa 2e étoile. Et hasard ou non, force est d'admettre l'existence entre les deux hommes d'une profonde similitude. Une irrésistible capacité à gagner, partout et quelle que soit la manière. Mais bien avant le triomphe en Ligue des Champions, au moment où il débarque à Marseille en 86, Bernard Tapie se voit confronté à un double problème en réalité. D'un côté, le faible niveau de sa nouvelle équipe, dont l'effectif n'est absolument pas taillé pour jouer les premiers rôles. Un problème non négligeable certes, mais qu'il compte bien résoudre au plus vite, grâce au marché des transferts. Et de l'autre, l'absence de compétitivité du championnat français par rapport aux autres pays européens. En dehors du Bordeaux de Claude Bèze et du Monaco de Jean-Louis Campora,
Rares sont les clubs français à pouvoir proposer une véritable adversité digne du très haut niveau. Ce qui, in fine, risque de poser problème à Bernard Tapie, lui qui envisage de faire de l'OM la meilleure équipe d'Europe. En plus de Bordeaux, pense-t-il alors, d'autres clubs français devront pouvoir rivaliser avec Marseille dans les années à venir. Parmi eux, le Paris Saint-Germain bien sûr, mais également l'Olympique Lyonnais. Un club qui, à l'époque, végète en 2e division française. Une véritable anomalie pour une métropole aussi grande que Lyon. Ainsi, lors d'une banale conférence de presse en 87, un journaliste interpelle Bernard Tapie sur les solutions à une telle anomalie. Sa réponse est alors catégorique. Je connais un jeune industriel qui ferait un excellent président pour l'OL. Et en l'occurrence, ce jeune industriel de 38 ans porte un nom, Jean-Michel Aulas, l'un des amis proches de Bernard Tapie et l'un de ses collègues dans le cadre de l'émission de télé Ambition, diffusée sur TF1. À cette époque pourtant, rien ne destine Jean-Michel Aulas à une carrière de président de football. Depuis qu'il côtoie Bernard Tapie, l'idée lui a certes traversé l'esprit, mais sans projet véritable pour le moment. Qu'importe, dans la foulée, toute la presse locale s'empare de cette déclaration et annonce à la région lyonnaise que Aulas s'apprête à devenir le prochain président de l'OL. Toute la presse lyonnaise parlait de mon projet, se souvient-il. Mais c'était du vent, il n'y avait pas de projet. J'étais juste l'un des partenaires de l'OL. Il a fallu que je prépare en accéléré un projet. Et la suite, bien entendu, tout le monde la connaît, aussi bien pour l'OL que pour Jean-Michel Aulas. Bien des années plus tard, à l'issue d'un Marseille-Lyon, le président lyonnais l'affirmera lui-même. Je ne sais pas si tout le monde le sait, mais je suis un enfant de Marseille au départ, puisque j'ai appris le foot ici, avec Tapie. À cette époque, ce qui caractérise Bernard Tapie néanmoins, c'est avant tout le sens des affaires, notamment quand il s'agit de les faire basculer en sa faveur, quitte à user de méthodes peu conventionnelles et parfois même insolites. En 87 par exemple, le président de l'OM cherche à faire venir un certain Abedi Pelé. Le problème, c'est que l'AS Monaco a été plus réactif que lui et s'apprête justement à boucler la venue de l'attaquant ghanéen. De son côté, le joueur n'est pas contre un transfert de dernière minute à l'OM. À un seul détail près en revanche. Quasiment tous les détails de son arrivée en principauté ont été bouclés. Sa visite médicale est d'ailleurs imminente. Aucun problème, lui rétorque alors Bernard Tapie. Car même quand il s'agit d'acheter un joueur de foot, rien n'est jamais trop tard dans le monde des affaires, si tant est que l'on sache faire preuve d'imagination et de créativité. Et de l'imagination en l'occurrence, Bernard Tapie en a. À son futur joueur, il adresse alors ces quelques consignes. En général, lui lance-t-il, on fait faire une prise de sang aux joueurs africains. Alors quand tu vas passer la visite, tu vas refuser, dire que tu ne supportes pas ça et que c'est plus fort que toi. Soit, comme prévu, Abedi Pelé appliquera les consignes de son prochain président. Mais dans le même temps, Tapie se confie à l'un de ses employés. Un employé de l'OM qui a par ailleurs la réputation de balancer à l'AS Monaco certaines informations sensibles. En somme, une taupe dont Bernard Tapie n'ignore pas l'existence. Tu sais, on l'a échappé belle, lui avoue-t-il. Je n'ai pas pris Abedi Pelé, car il est séropositif. Une information très surprenante que l'employé en question transmette aussitôt à l'ASM, histoire de les alerter avant qu'il ne soit trop tard. Et quelques heures plus tard, constatant que Pelé refuse de se livrer à la fameuse prise de sang, les dirigeants de l'ASM font aussitôt le rapprochement. Par précaution donc, l'état-major monégasque préfère abandonner la piste Abedi Pelé. Sauf qu'en réalité, les dirigeants de Monaco ont été victimes ce jour-là d'un incroyable coup de bluff. Un coup de bluff signé Bernard Tapie. Car bien entendu, le système immunitaire d'Abedi Pelé fonctionne parfaitement bien. D'ailleurs, il fonctionne tellement bien que, dans la foulée de son transfert avorté vers l'ASM, l'international ghanéen signe à l'Olympique de Marseille. Comme prévu.